6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et ce matin, je reçois Dominique Dirlewanger. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Comment ça va ? Bien, excellent. Merci d'être avec nous ce matin. Dominique Dirlewanger, historien et enseignant de gymnase à Lausanne. Mon invité possède une expertise couvrant un large éventail de sujets de l'histoire aux aspects économiques et sociaux. Aujourd'hui, je souhaite dresser avec lui une sorte de panorama de la Suisse actuelle en abordant des thèmes tels que l'agriculture, l'éducation, l'inflation, l'AVS, les assurances, la citoyenneté et la démocratie. J'espère ainsi obtenir un éclairage sur notre époque en confrontant le passé au travers le prisme de notre histoire et notre citoyenneté. On va en parler. Ça fait beaucoup de sujets, on va y arriver. Ouais, c'est le grand oral ce matin, c'est va le gros falloir boulot, être sûr. Merci d'être avec nous, Dominique. Non, mais j'aimerais qu'on revienne sur pas mal de choses, en rapport effectivement avec ce que la Suisse a déjà vécu auparavant. On sait qu'aujourd'hui, notre actualité, elle est un peu tendue. Il y a pas mal de choses, ça grince un petit peu dans tous les sens. Notamment, on va peut-être commencer avec nos amis les agriculteurs. Les agriculteurs, c'est quand même, avec la Suisse, c'est quand même quelque chose de plutôt important. Ils ont toujours joué un rôle hyper important. Et aujourd'hui, on n'entend que le côté où ils sont toujours en train de râler. C'est souvent ce qui est en train de ressortir. Et ça date pas d'hier, déjà, ce genre de truc qu'on entend déjà depuis longtemps. Mais aujourd'hui, si on doit confronter ce qui se passe là, aujourd'hui, en 2024, avec le passé, finalement, est-ce que ça a vraiment évolué ? C'est les mêmes problèmes ? C'est souvent lié à l'économie, évidemment. Quel regard a l'historien sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est un peu particulier ? C'est une transformation vraiment très profonde, très, très structurale, parce que au début du XXe siècle, c'était presque 10% de la population en fait, qui vivait du travail de la terre. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est à peine à 3% de la population active. Donc il y a un changement, un bouleversement majeur. Dans le même temps, aujourd'hui, l'agriculture en Suisse, elle joue un rôle de premier plan pour la prise en charge de la biodiversité, le paysage. On sait combien aujourd'hui on a un mouvement de bétonisation, on a du béton partout, mais en fait, ces agriculteurs, ils jouent un rôle majeur. Ils sont d'ailleurs subventionnés largement par l'État pour ça. Bien sûr. Dans l'histoire, ils émergent vraiment comme catégorie politique avec un vrai pouvoir à la fin du 19e siècle. C'est là, en 1897, que se crée l'Union suisse des paysans, qui va devenir vraiment le syndicat, si on veut, des agriculteurs suisses. Et dans la création de ce syndicat, il y a une personnalité, Ernst Lauer, qui est un docteur en agronomie, qui va vraiment jouer un rôle déterminant. Et les deux guerres mondiales, surtout la deuxième, vont vraiment encenser cette catégorie avec le fameux plan Wallen, on a représenté sur nombre de photos, enfin les fameux champs de patates au milieu de la ville de Zurich ou sur la plaine de Plainpalais à Genève. C'est ça. Qui mettent en valeur ce symbole, en fait, d'une catégorie de la population saine, authentique, qui est proche du terroir, proche de la terre, proche des valeurs vraiment conservatrices. Et en fait, cette mobilisation de l'agriculture, elle se fait au détriment du socialisme, du mouvement ouvrier. C'est vraiment après la grève générale de 1918 que va se nouer une alliance très forte. Et cette alliance, elle va conduire au fait que l'agriculture, aujourd'hui, elle a carrément un article dans la Constitution. C'est les fameux articles économiques qui reconnaissent son importance et qui défend en fait l'existence de cette population paysanne. Donc vraiment une place centrale, si on veut, dans l'histoire économique et sociale de la Suisse. Aujourd'hui, on fait un amalgame avec ce qui s'est passé notamment avec les grèves en France la semaine dernière, où c'était un petit peu compliqué. Ils sont un peu malmenés quand même aujourd'hui. On a quand même l'impression que ça se passe un peu compliqué de toute façon. Quel est le regard justement que vous pouvez apporter justement sur ce qui est en train d'arriver aujourd'hui par rapport à... Ce qui marque beaucoup les commentateurs, c'est l'extrême prudence avec laquelle le gouvernement français a traité cette crise. On n'a pas envoyé les CRS, on a eu des ministres de l'Intérieur qui ont laissé faire, y compris des manifestations très violentes sur les préfectures. Donc c'est sûr que là, il y a quelque chose au niveau de l'observation qui, par rapport à la répression qui s'était abattue sur les Gilets jaunes, frappe, disons, l'observateur. Et ça, c'est bien entendu, ça renvoie à ce rôle historique de la paysannerie comme une des forces de conservation et de stabilité dans les pays. En France, c'est sûr qu'on a une agriculture qui est aussi très importante, qui est beaucoup plus industrialisée qu'en Suisse, et dans laquelle la
politique agricole commune mise en place dans l'Union européenne est la source de multiples crispations, même si là, disons, en tant que tel, c'est plutôt des mesures écologiques, la fiscalité sur le gasoil qui avait, comme pour les gilets jaunes, mis le feu aux poudres. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on lâche du lest très vite. C'est des franges... Enfin, vous parliez tout à l'heure de la grève des enseignants genevois. Là aussi, il faut attendre plusieurs jours, mais finalement, c'est quand même un des enseignements, c'est que ces mobilisations, qu'on commente, qu'on critique ou pas, voilà, des privilégiés, ils pleurnichent tout le temps, ou voilà, tout ce qu'on peut entendre. Ça, c'est le prof qui parle. Mais ils obtiennent satisfaction sur un certain nombre de revendications, et on voit que dans ce sens-là, le jeu démocratique, il fait aussi, il fonctionne. Donc ça fait partie aussi des stratégies de négociation, tant du gouvernement que des syndicats agricoles, que de jouer cette confrontation. Et puis, plus globalement, ça pose les limites aujourd'hui de notre système agro-industriel. On sait qu'avec la crise climatique, avec le réchauffement, les bouleversements qui s'opèrent sur le climat, cette question de l'alimentation, de comment on va nourrir la planète, ça va devenir un enjeu énorme. Ça l'a été par le passé, dans les années 80, les grandes famines en Afrique, les grands concerts pour l'Afrique, ça a beaucoup éveillé les consciences, mais c'est un très ancien débat avec la révolution verte dans les années 60-70. Mais aujourd'hui, on est aux limites de ce système. Et là, on revient aussi à des formes maintenant de consommation locale, de circuits courts, de défense de la qualité sur la quantité, qui interrogent vraiment le modèle qui a été celui dominant des 50 dernières années et qui va nous obliger à nous réinventer par rapport justement à cette alimentation. Donc, que ça soit pour l'alimentation carnée, enfin la viande, la qualité des fruits et des légumes, on a aussi le scandale aujourd'hui sur l'eau minérale, toutes ces questions-là qui touchent vraiment à un domaine très important de nos vies, puisque c'est quand même... nos téléspectateurs regardent ça un peu en prenant leur petit déjeuner sans doute, mais c'est des moments très importants et sur lesquels on n'a pas envie de s'empoisonner, on n'a pas envie de manger des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Donc là aussi, on est sur des questions très intimes et très personnelles. Surtout qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de bio, de 0 km, de consommer local. Ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de changer, mais on ne peut pas le faire s'ils ne sont pas là. Donc on a besoin aussi d'avoir cette vraie prise de conscience aujourd'hui. Tout à fait, et donc on voit aussi sur le nombre d'exploitations qui passent dans le bio, c'est un mouvement de fond très important. Après, bien évidemment, ça a un impact direct sur l'autre variable, c'est celle du prix. Et là, on voit que dans une phase, on a connu dans l'histoire des phénomènes inflationnistes très importants, on avait l'impression depuis 15 ans que ça n'existait plus, que l'inflation avait été complètement maîtrisée, mais le fait que les prix augmentent aujourd'hui, que les salaires ne suivent pas à la même vitesse, qu'on voit toutes les difficultés, les conflits liés à l'indexation des salaires, à l'augmentation des salaires, sur ces questions-là, en effet, on se retrouve avec un obstacle majeur qui est celui de la capacité de consommation de la majorité de la population. Et c'est aussi intéressant de voir qu'en fait, non, on lâche sur la fiscalité du gasoil, on lâche sur les mesures de transition écologique, mais alors que dans le fond, ce qu'il faudrait, c'est revaloriser les salaires pour assurer à l'ensemble de la population la capacité d'acheter des produits de qualité et en même temps aux agriculteurs de pouvoir vendre à un juste prix pour se nourrir et gagner leur vie correctement. Donc on est là de nouveau dans des arbitrages qui vont de toute façon devoir s'adapter parce que la situation ne va pas se régler malgré le fait qu'on enlève tout d'un coup une petite taxe sur l'essence ou qu'on aménage certains aspects du travail administratif qui est lié. Après, en Suisse, la question elle est très différente parce qu'on a vraiment une agriculture qui est largement subventionnée. Leur modèle, ils ne se perçoivent pas comme des fonctionnaires, mais dans le fond, ils touchent quand même des subventions, des paiements directs, pour lesquels, disons, l'essentiel de leur activité est garanti. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, je suis très content de le recevoir, c'est monsieur le professeur historien Dominique Dirwanger. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, comme promis, on va parler de la retraite. Tu sais que le 3 mars prochain, on va voter pour ou contre cette initiative AVS 13. C'est une vieille histoire, cette histoire de l'AVS. Ça date de quoi? Du 6 juillet 1947. Ouais, ça date même du début du XXe siècle, en fait. La première fois que la question de la retraite est posée au niveau national, c'est la grève générale qui le met comme un des premiers points de ses revendications en novembre 18.
Après, il y a eu un long serpent de mer dans les années 20-30 parce qu'il y avait des problèmes de financement déjà à l'époque. On n'était pas sur le modèle de la cotisation sociale qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait des financements par l'impôt direct, indirect. Enfin, ça a été vraiment très très long. La crise aussi des années 30 a ralenti. Effectivement. Et le 6 juillet 47, en fait, on vote sur un référendum par rapport à la loi sur l'assurance vieillesse et survivants. L'après-guerre. L'après-guerre, un projet porté par le radical conseiller fédéral Walter Stampfli, qui ont fait vraiment de ce premier pilier de notre système de sécurité sociale l'étendard de la sortie de guerre. Et là, c'est un plébiscite. C'est vraiment un taux de participation record, un oui extraordinaire, qui montre en fait l'attachement qu'on a en Suisse à cette assurance, qui vraiment, c'est l'assurance la plus importante, parce qu'en fait tout le monde cotise, même les étudiants, même les inactifs, il y a des cotisations annuelles, et tout le monde la touche, disons à moins d'un accident vraiment dramatique. C'est quand même une assurance sociale à laquelle on est tous plus ou moins liés en tant que contributeurs, mais aussi en tant que bénéficiaires, parce que l'assurance maladie, l'assurance chômage, on peut faire une carrière entière sans tomber malade, on peut faire une carrière entière sans faire de jours de chômage, et donc ce sont des assurances, des risques qui touchent pas forcément tout le monde. Alors que là, non, la retraite, c'est vraiment un âge promis à tout le monde. Et c'est ça qui est porté en juillet 47, et ce qui explique aussi que, voilà, depuis 20 ans, on a de la peine à réformer ces assurances sociales, et l'AVS, mais aussi la prévoyance professionnelle, la fameuse LPP. Et en fait, cet ensemble-là est aujourd'hui soumis à 2 objets de votation le 3 mars, puisqu'il y a à la fois l'initiative des syndicats pour une 13e rente, donc une revalorisation de 12% en fait des retraites, et puis l'initiative des jeunes libéraux radicaux qui veulent, eux, augmenter automatiquement l'âge de la retraite, qui porte atteinte là, à ce moment-là à la capacité de toucher, puis qui va probablement aussi précariser une partie de la population âgée. Ouais, ça devient compliqué. Là, il faut bien réfléchir avant d'aller voter. Il faut aller voter. Là, l'avenir nous le dira, mais c'est le peuple qui a toujours raison. Oui, non ? Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est relativement récemment que l'AVS devient un objet de votation. De 1948 jusqu'à 1970, en fait, l'AVS s'est révisé tous les 2 ans avec une augmentation des prestations. Bon, on est parti de très très bas. Il faut imaginer quand même que le niveau des rentes en 1948 n'est pas au niveau actuel de couverture. Même si aujourd'hui, on voit bien qu'avec le retour de l'inflation, on a un vrai problème de précarité pour la population âgée. Et c'est à la fois la question de comment on finance cette assurance sociale et puis le niveau des prestations qui fait l'objet de débat. Et ça fait qu'une 40aine d'années en fait que c'est soumis à des votations, que ce soit dans la 10e révision de l'AVS, les tentatives d'augmenter l'âge de la retraite des femmes, il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois. Donc on voit qu'il y a une grande résistance parce qu'il y a un attachement populaire fort. Et la votation sur la 13e rente, elle fractionne, chose assez inédite, les partis de droite. Il y a quand même plusieurs sections de l'UDC qui, traditionnellement, se montrent plutôt conservateurs, qui appellent à la liberté, ou voire même qui ont discuté d'un éventuel soutien à cette 13e rente. Et moi, j'ai croisé des gens de l'UDC par hasard qui m'ont dit « Non, mais c'est une bonne initiative, on va voter pour ». Donc ça, c'est quand même assez neuf. Des représentants du parti du centre qui, eux aussi, disent « Non, mais là, on a un problème aujourd'hui avec notre population âgée, et donc il faut lui venir en aide ». Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, en fait, cette population âgée, elle a contribué toute sa vie à cette assurance. Et puis, si on bénéficie d'une Suisse relativement prospère, avec des infrastructures et avec une qualité de vie qui est celle qu'on connaît, c'est bien parce que ces populations âgées ont donné pendant plus de 40 ans, ont retroussé leurs manches et ont travaillé à cette prospérité. Donc il y a aussi une forme de solidarité que les gens intègrent comme quelque chose de normal. C'est vraiment des lieux où cette solidarité qu'on peine des fois à voir dans nos sociétés hyper individualistes. Non, là il y a une solidarité qui s'exerce, comme d'ailleurs on le fait aussi pour l'enfance. Personne ne remet en cause le fait de dépenser des milliards pour financer des universités, financer des écoles, des crèches. C'est les 2 âges de la vie, l'enfance et le 3e âge, des âges sur lesquels nous montrons de la solidarité. Et pourtant, les 2 sont liés, parce que si on met des structures pour nos enfants en place, c'est des futures des personnes qui vont contribuer à l'AVS aussi, donc il faut y réfléchir. Et puis, pas oublier que ça va dans l'autre sens aussi, parce que la plus grande crèche de Suisse, comme même le rappelait le secrétaire de l'Union syndicale suisse, c'est les grands-parents. Oui. Si on devait effectivement, et c'est un des enjeux de la variable d'une hausse automatique de l'âge de retraite, si on repousse de 2 ans, où est-ce qu'on va mettre les enfants aussi, et comment cette solidarité peut s'exercer entre les générations si on empêche les gens en fait de prendre leur retraite pour s'occuper aussi de leurs enfants ou de leurs petits-enfants.
C'est une spécificité suisse, hein, ça, cet AVS-là. C'est quand même un truc spécial qu'on a, nous. Hein, alors, le système des différents piliers, oui, mais en même temps, dans l'après-guerre, en fait, tous les pays européens se dotent en même temps d'un système de retraite. Alors, ils n'ont pas tous le même système de financement. Et puis, ce qui est intéressant, et là, il y a des travaux très récents, notamment une thèse faite par une collègue en France sur la question de la vieillesse sous le Troisième Reich, par exemple, qui montre que même dans l'Allemagne nazie, on discute les questions de retraite comme on le discute en Angleterre avec le plan de Beveridge ou en Suisse avec le projet de Walter Stempfli. Non, il y a vraiment une simultanéité en fait de ces projets parce qu'on se rend compte aussi, un phénomène nouveau, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Et dans les années 40-50, on vit ça comme une véritable chance. Enfin, on sort quand même de deux guerres mondiales et on se rend compte que gagner de la vie sur la mort, parce que c'est quand même ça, avoir une population âgée, c'est quelque chose de formidable. Et des fois, on oublie ça quand on écoute les discours un peu mécaniques, bureaucratiques ou comptables. On dit « ça coûte cher, on n'a pas les moyens ». Mais enfin, oublions pas que c'est quand même un gain extraordinaire. On a doublé l'espérance de vie en un siècle. Et donc, il faut quand même aussi prendre acte du fait que la vieillesse, aujourd'hui, c'est une conquête de l'humanité. Enfin, c'est un progrès de civilisation énorme. Et quand j'entends des fois des débats politiques stériles, ou en tout cas vraiment un peu hargneux sur ces questions, je me dis, mais c'est quand même fou qu'on ait perdu le lien avec le fait qu'on a gagné de la vie. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Enfin, quand on pense les milliards qu'on dépense pour d'autres futilités, c'est vrai. On se dit, là, franchement, et c'est pas si cher que ça, parce que là aussi, depuis des années, on dit que ce premier pilier contributif avec la cotisation sociale est au bord de la faillite et de l'implosion à cause du déficit d'actifs. On se rend compte que c'est pas vrai. Parce que c'est pas simplement un ratio de personnes qui travaillent, personnes qui touchent, mais c'est une question aussi de répartition des richesses. La cotisation sociale, elle a ce truc magique qui fait que, comme on est dans des sociétés prospères qui développent de la productivité, cette redistribution, elle fonctionne encore. Et pour l'instant, la VS n'a pas fait vraiment de gros déficits par 1 ou 2 années. Et puis, pour les 10 prochaines années, le financement, il est assuré. Apparemment. Donc, on est quand même dans une assurance très solide et très résiliente. Je serais beaucoup plus inquiet pour le deuxième pilier avec la capitalisation, ce qu'on met à la bourse, qui là, disons, c'est une autre un histoire. peu plus inquiétant. Effectivement, enfin c'est une autre histoire, c'est lié, mais c'est effectivement un autre problème. Donc on reste jeune plus longtemps. Donc si on passe, si c'est un oui qui est déclenché, ça va coûter encore plus cher, puisque finalement l'âge de la retraite sera repoussé. Donc on va être vieux plus longtemps. Enfin, va vivre plus longtemps. Alors. Bon, le problème, c'est qu'il faut prendre l'enjeu de l'âge de la retraite de manière globale. Alors, sur la 13e rente, en tant que telle, disons, les modèles, pour l'instant, montrent qu'elle est assurée, en tout cas, assez facilement dans les prochaines années. Puis après, c'est une question de besoin. C'est-à-dire, si on considère qu'il y a de la pauvreté aujourd'hui dans le 3e âge et le 4e âge, il faut répondre à cette question sociale. On ne peut pas laisser les vieux, quand même, devoir faire la manche à la sortie des Migros ou des COP. Et puis simplement, ça, c'est les images qu'on a dans les années 60-70. L'introduction des prestations complémentaires, c'était ça aussi. C'est de se rendre compte qu'en fait, la retraite, elle couvre pas les besoins vitaux et donc on doit mettre en place de l'assistance publique. Puis ça, c'est humiliant. C'est pas du tout un modèle pour un pays riche comme la Suisse qui est tout à fait satisfaisant. Mais... Après, de manière globale aussi, si on augmente l'âge de la retraite, ce que je disais avant sur les crèches, oui, c'est une solution simpliste pour, en quelque sorte, limiter les dépenses. Mais en même temps, on a des prestations qui ne seront plus délivrées par cette population âgée. Il ne faut jamais oublier que les femmes âgées, en premier lieu, les jeunes grand-mères, c'est elles qui portent non seulement une partie de l'éducation des petits-enfants, c'est la plus grande crèche de Suisse, mais aussi la prise en charge du 4e âge. On oublie, mais en fait, c'est les jeunes seniors de 65 à 75 ans qui s'occupent des très grands âges de 80 à 90 ans. Et quand on regarde les gens qui, effectivement, vivent encore à la maison avec de l'autonomie après 80 85 ans, c'est des gens qui ont de la famille, qui ont des réseaux, qui ont des proches qui s'occupent d'eux. Et ça aussi, c'est pris en charge par cet AVS. Alors que si on l'augmente, si on doit mettre en place des structures publiques, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc là encore, la politique du 3e âge qui s'élabore dans les années 60 et puis qui encore aujourd'hui est en jeu, c'est un problème global. C'est pas un problème comptable. C'est pas combien d'argent rentre, combien d'argent sort. Il faut vraiment prendre plus globalement les prestations qui sont fournies par ces personnes âgées et qui représentent des milliards de francs suisses de prestations gratuites. Mais en fait, elles sont pas gratuites puisque c'est nous qui les finançons grâce à l'AVS. Effectivement. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax.
L'invité du matin. Mon invité ce matin, monsieur le professeur. Ça va toujours, Dominique Gavin? Toujours très bien. Merci d'être là. J'aimerais qu'on évoque un petit peu la démocratie aussi. C'est vrai, on en a beaucoup parlé ces temps-ci. Il y a eu le WEF aussi, où le sujet a été évoqué en long, en large, en travers. Et puis j'ai envie qu'on parle de la Suisse. Comment va la Suisse aujourd'hui, en 2024, selon l'historien que vous êtes, monsieur? C'est toujours très délicat de demander à un historien de faire des prédictions. Nous, on est très fort pour prédire le passé, pas tellement l'avenir. Mais disons, dans l'ensemble, on a un certain nombre de débats qui sont très structurants et qui reviennent de manière régulière depuis une dizaine d'années. On voit des phénomènes d'accélération, enfin, que ce soit les questions écologiques, que ce soit les questions d'égalité hommes-femmes, les questions sur le racisme, et puis dans le même temps des mouvements de bascule qui reviennent sur la primauté au pouvoir d'achat, la question des salaires, les débats sur la mobilité avec les autoroutes qu'il faut agrandir, pas agrandir, le rail en Suisse romande qui est un peu le parent pauvre avec des mécanismes de rattrapage. Donc, toutes ces choses-là s'expliquent sur la durée et dans le fond, il y a beaucoup de défis. Il y a, je pense, un gros problème d'investissement, de reprise en main en fait du politique où il faut un peu maintenant retrousser les manches puis avoir l'audace qu'on a pu voir par le passé, dans les années 50 ou même encore dans les années 80 sur certains domaines. Puis des fois, on sent que ça manque un peu de souffle, quoi. Ouais, impression quand même de temps en temps un petit peu. Mais parce on sort quand même de 20-30 années un peu compliquées. On avait vraiment une foi aveugle dans le libéralisme et le marché. Et puis coup sur coup, la crise de 2008, la faillite de l'UBS, et puis l'année passée quand même le grand coup sur Crédit Suisse, qui nous met aux limites d'un système. On l'a évoqué tout à l'heure pour l'agriculture, où on voit même les agriculteurs qui disent qu'on marche sur la tête, mais aussi dans le domaine financier et banquier, on est dans un système en roue libre. Et sur lequel le politique est en train de reprendre la main par certains aspects, puis en même temps il lâche trop vite, donc on n'est pas à l'abri de quelques surprises encore dans ces prochaines années. Mais géopolitiquement parlant, la Suisse, ça va aujourd'hui? Alors c'est intéressant, de nouveau, c'est en demi-teinte. À la fois il y a quand même le retour de la guerre en Europe, qui est quand même un phénomène, et donc l'inflation est en grande partie aussi, il y a eu tous les phénomènes d'investissement et d'endettement liés au Covid, et la guerre en Ukraine qui débloque derrière et qui effectivement explique en grande partie la séquence qui s'est ouverte depuis 2 ans. Et dans ce contexte-là, il y a le redéploiement de la politique étrangère de la Suisse, avec une place à l'ONU, au Conseil de sécurité, et dans le même temps une neutralité qui, comme elle a toujours été dans l'histoire de la Suisse, s'adapte à un nouvel ordre. Donc c'est une neutralité à géométrie variable. Donc on a des débats sur l'adoption, la reprise ou non des sanctions de l'Union européenne ou pas, la manière dont on essaye d'amadouer la Russie pour ouvrir des conférences de paix, le fait qu'il y a quelques semaines encore, on avait le numéro 2 chinois chez nous en visite officielle. Donc ça chôme pas, disons. Et l'armée qui perd des milliards. Il a dit ils allaient réapparaître. Non, mais c'est magnifique. Enfin, on est l'argent magique qui apparaît, qui disparaît. Non, mais j'adore. Si d'ailleurs il pouvait s'occuper un peu de ma carte de crédit, ce monsieur, je suis sûr qu'il pourrait me permettre d'avoir des fins de mois beaucoup plus sereines. Donc l'armée avec aussi une mission, mais qui dans la séquence de nouveau avec la guerre aux portes de l'Europe, lui permet de justifier son existence. On achète des avions de combat dont on ne pourra même pas tirer vraiment on s'achète une Ferrari pour rouler à 120 km/h sur Lausanne-Genève, c'est un peu embêtant. On est complètement d'accord. Mais voilà. Et puis dans le même temps, ce système politique avec ses votations régulières, ces débats sur la place publique montre que on est quand même une démocratie relativement vivante, avec des objets complètement saugrenus des fois on n'a pas de nouveau d'initiative sur les cornes des vaches ou sur les langues bleues des bovins, mais 6 semaines de vacances. Voilà, oui, alors ça encore, on voit que sur certaines votations, mais c'est en même temps une leçon aussi, parce que quand on voit la difficulté, par exemple, qu'a l'exécutif français à mettre en place des référendums, avec des crispations sur comment les gens vont voter. Puis en fait, on est un exemple où on voit que les gens à la fois sont très raisonnables dans leur choix de vote, avec un problème qu'à mon avis on ne prend pas suffisamment au sérieux, qui est l'abstention, et surtout l'abstention des jeunes générations. Justement. Et comme enseignant, c'est sûr que là je suis interpellé. Je trouve que sur l'éducation à la citoyenneté, il y a de vrais enjeux, sur le fait aussi de donner à faire adhérer cette jeune génération aux vertus de la démocratie et au fait que c'est le moins mauvais des systèmes. Bien sûr, mais il y a danger. Et donc danger, je sais pas, mais en tout cas il y a nécessité de retisser en fait un récit, de réaménager aussi, parce qu'il y a eu des mouvements
importants ces 5 dernières années, que ce soit les grèves féministes ou les grèves pour le climat. À chaque fois, c'était des grèves d'ailleurs. C'est des modes politiques de contestation qui ne sont pas celles, disons, du débat serein et délibératif au Parlement, mais qui montrent bien aussi les enjeux et le fait qu'il y a une certaine impatience et puis le risque de désespoir est grand. Et là, je pense qu'effectivement, il y a urgence. Ouais. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Les projets de Dominique Delvangeur, il y a des choses qui se passent Oui, je suis entre deux eaux. Donc voilà, j'ai sorti un bouquin l'année passée sur le 6 juillet 47, donc sur cette après-guerre. Et puis là, il y a plusieurs projets en suspens, des réflexions un peu sur toujours cette deuxième moitié du XXe siècle, qui est un peu le sujet sur lequel on travaille, où les historiens sont... les archives sont ouvertes depuis jusqu'à 1994, donc il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et puis... de nombreux débats. Enfin, je vous invite à suivre un peu les activités qu'on mène soit au laboratoire Histoire et Cité, le festival Histoire et Cité, qui sont des jolis écrins pour mettre les historiens en valeur et c'est passionnant. Dans l'espace public. Donc voilà. Ouais. Faudra venir nous trouver régulièrement. Avec grand plaisir. La porte est toujours grande ouverte. C'est ça, volontiers. Grand plaisir aussi. La rafale de questions, c'est une tradition avec notre invité. Alors là, il va falloir faire des réponses courtes, Dominique Delvangeur. C'est une minute, c'est ça. Avec plein de questions. On va essayer d'en faire un maximum. Alors, on essaye. On est prêt ? Voilà. Alors, ça va dans tous les sens. Attention, c'est parti. Voilà. Rien ne va plus. Quel mot avez-vous le plus de mal à prononcer, Dominique ? Ultra-crépédentisme. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans notre pays ? Sa lenteur. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir ? Un livre. De quel sujet pourriez-vous parler pendant des heures ? Allez, la retraite. Qu'est-ce qui vous a rendu fier récemment ? Ma fille. Combien de fois le téléphone sonne-t-il avant que vous répondiez ? Trop de fois. Quelle résolution pour cette année 2024 a été prise ? De la sérénité et un peu de réconfort. Quel est le plus gros risque que vous ayez jamais pris ? D'arrêter de boire de l'alcool au mois de janvier. Qu'est-ce que vous achetez toujours en trop grande quantité ? Des livres et un peu de vin. Ah, quand même ? Oui. Êtes-vous une personne du matin ou une personne de la nuit ? Ah, les deux. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma ? Fabelmans de Spielberg. Bien, pas bien ? Moyen. Mais ça reste Spielberg, c'est très bon. Et faites un petit peu de sport, et si oui, quel est votre sport préféré ? Natation et vélo. Voilà, et c'est important ? Ah, absolument. Ouais. Ah ouais, ça c'est mieux que tous les antidépresseurs. Très bien. Et puis la musique, vous avez choisi Un autre monde du groupe Téléphone. Pourquoi cette chanson Un autre monde ? Est-ce qu'on rêve d'un autre monde quand on est historien ? d'abord c'est ma jeunesse. Je trouve que pour le matin ça donne la pêche. Et puis le texte est extraordinaire. Puis c'est vrai que ça fait du bien de rêver d'un autre monde. Ouais, un autre monde, on en rêve. Merci beaucoup, Dominique Delvangeur, d'être venu. Merci Max. Merci Monsieur le Professeur. À bientôt. À très bientôt sur Merci de l'invitation. Bonne matinée à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.